Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La situation du Soudan du Sud a fait l'objet d'une réunion au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies le 16 décembre. L'organe exécutif de l'ONU a fait le point sur l'état d'avancée du pays depuis l'accord de cessez-le-feu permanent et l'installation d'un gouvernement d'union nationale. Adoption en Libye d'un taux de change unifié pour le dollar. Dès le 3 janvier 2021, le taux de change du dinar libyen face au billet vert aura la même valeur quelles que soient les transactions, une mesure économique forte pour stabiliser la devise nationale et lutter contre la corruption. Et coup de massue pour Fabrice Ondoa. Le gardien de but de la sélection camerounaise de football a été licencié par le club belge d'Ostende, dans lequel il évoluait depuis 3 saisons, motif du litige, une fête organisée clandestinement en période de confinement. Mais tout d'abord, au Togo, les opposants Brigitte Kafui, Adjamakbo Johnson et Gérard Djossou ont recouvré la liberté ce jeudi 17 décembre, mais provisoire. Les deux responsables de la dynamique Monseigneur Pozrou avaient été arrêtés à la fin du mois de novembre pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Ces interpellations avaient été condamnées par l'opposition et des organisations de la société civile. Les deux opposants, fervents soutiens de l'ancien Premier ministre togolais Agbeyome Kodjo, arrivé en deuxième position à l'élection présidentielle de février 2020, reste placé sous contrôle judiciaire. Où en est le Soudan du Sud depuis la signature d'un accord de cessez-le-feu permanent après près de 7 ans de guerre civile, une guerre civile qui a fait près de 400 000 morts et plus de 4 millions de déplacés. Cette interrogation a fait l'objet d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies le 16 décembre. Le point sur la situation sud-soudanaise dans ce sujet de la rédaction. L'absence de routes bitumées ralentit les patrouilles des soldats de la mission de maintien de la paix des Nations Unies au Soudan du Sud. Les zones éloignées sont souvent inaccessibles, surtout en saison des pluies. 8 heures de route sont parfois nécessaires pour parcourir un tronçon de 137 km. Au terme de leur périple, les soldats de la MINUS sont chaleureusement accueillis par des populations qui saluent leurs actions pour assurer leur protection. Je suis heureuse aujourd'hui de voir des véhicules de la MINUS après tant de temps. Ils sont notre espoir en termes de paix et de protection, car notre pays n'est pas stable. L'accord revitalisé de 2018 peine à être réalisé, malgré le respect du cessez-le-feu permanent et l'installation d'un gouvernement d'union nationale en février 2020. En plus des fronts politiques et sécuritaires, le Soudan du Sud est confronté à un important déficit budgétaire de plus de 50%, pour la période 2020-2021, des déconvenues auxquelles vient s'ajouter la pandémie de Covid-19 qui a fortement impacté l'éducation, mettant en péril l'avenir d'une génération. La Covid-19 a affecté notre éducation parce que la plupart d'entre nous auraient été à l'école. Mais la Covid-19 nous a démoralisés et certaines filles ont eu une grossesse précoce. Au 15 décembre, le Soudan du Sud avait enregistré un total de 3225 cas de Covid-19 et 62 décès. Outre le coronavirus, le Soudan du Sud est affecté par un autre fléau, celui de l'insécurité alimentaire, qui touche plus de la moitié de la population. Également dans l'actualité, nouvelle péripétie dans l'affaire de l'opposant rwandais Paul Roussasé Bagina. Les autorités rwandaises ont répondu à la lettre de la parlementaire américaine Caroline Maloney datée du 15 décembre dans laquelle elle s'adresse au président Paul Kagame lui demandant d'extrader l'opposant. Les autorités rwandaises ont rejeté la demande de libération de celui dont la vie a fait l'objet du film Hôtel Rwanda, film qui raconte comment l'ancien directeur de l'hôtel d'Émile Collines à Kigali a sauvé plus d'1 millier de vies lors du génocide de 1994. L'homme de 66 ans restera donc incarcéré à Kigali. Il est poursuivi par la justice rwandaise, notamment pour terrorisme, meurtre et financement de rébellion. Le début de son procès est prévu pour le 26 janvier 2021.
Les grandes lignes politiques se dessinent au Bénin. À 4 mois de l'élection présidentielle d'avril 2021, le parti d'opposition Les Démocrates, fondé en 2019 par l'ancien président Thomas Boni Yayi, est enfin reconnu officiellement. Il devient ainsi le premier grand parti de l'opposition radicale au président Patrice Talon, à être autorisé à participer à la vie politique du pays depuis les réformes de novembre 2019. Reportage de notre correspondant Leftiounou. C'est par une liesse particulière que l'ex-chef d'État Thomas Boni Yayi, au détour d'une visite au siège annexe de son parti, a été accueilli par ses militants pour recevoir officiellement les dossiers relatifs à l'existence juridique de son parti dénommé Les Démocrates. Après avoir perdu le contrôle de son ancien parti FCBE, l'ancien président Thomas Boni Yayi a décidé de créer Les Démocrates le 6 juillet 2020. Le parti Les Démocrates a engagé sa formalisation au ministère de l'Intérieur le 19 juillet 2020. Il obtient une reconnaissance légale après 4 mois et demi d'attente. Le nouveau parti de l'opposition, Les Démocrates, se veut être un bloc politique responsable et non violent. Nous sommes au Bénin, nous ne sommes pas de la violence. C'est pourquoi je voudrais d'abord vous remercier pour votre témérité, votre patience, dans le sens que c'est un droit citoyen. Vous tenez à participer à l'animation de la vie politique dans notre patrie commune. Selon des observateurs, cette reconnaissance légale du parti Les Démocrates renforcera le militantisme du parti et impactera l'échiquier politique à moins de 5 mois de la présidentielle de 2021. D'ores et déjà, le parti a formulé des exigences et préalables pour un dénouement de la crise politique. Le retour de la Constitution du 11 décembre 1990 constitue entre autres la préoccupation d'urgence du parti. Nous allons trouver une solution, c'est pourquoi je suis venu vous souhaiter l'espoir et l'espérance et solliciter la bienveillance de la Providence pour que le dialogue que nous appelons de tous nos voeux puisse s'instaurer à tous les niveaux. Et voici le logo de ce parti qui rendra le Bénin un acte paisible, démocratique. Le parti Les Démocrates appelle à un dialogue national regroupant tous les concitoyens du pays et même les exilés politiques avant la fin du quinquennat du président Patrice Talon. Aussi recommande-t-il la libération des prisonniers politiques et l'abrogation des lois électorales controversées, notamment le code électoral. Le cheminement prend du temps, mais la Libye avance doucement dans son processus de paix et de souveraineté nationale. Le conseil d'administration de la Banque centrale a tenu une réunion les 14 et 15 décembre après des années de division. Une mesure économique majeure a été prise à l'issue de cette rencontre, l'adoption d'un taux de change unifié du dinar local. Les explications dans ce sujet de la rédaction. La Libye fait un pas de plus dans son processus de reconstruction. Le conseil d'administration de la Banque centrale de Libye a annoncé l'unification du taux de change du dinar local à l'issue de sa première réunion tenue depuis plus de 5 ans. Dès le 3 janvier 2021, le nouveau taux de change sera de 4,48 dinars pour $1 américain, un taux qui s'appliquera à toutes les transactions gouvernementales, commerciales et personnelles. Je me considère comme un commerçant et un citoyen. Donc en tant que commerçant, c'est un prix raisonnable. Mais en tant que citoyen, ce n'est pas le cas. Il fixe le prix à 4,48 dinars pour $1. Je peux acheter ma marchandise à un prix raisonnable, mais en tant que citoyen, cela me fera du mal. Actuellement, plusieurs taux de change sont appliqués, 1,40 dinars pour $1 en ce qui concerne les transactions publiques et 3,9 dinars pour $1 pour les transactions commerciales privées et pour les particuliers, ce qui profite au marché noir. La mesure prise par la Banque centrale libyenne devrait permettre de stabiliser le dinar et de lutter contre la corruption, mais elle intervient dans un contexte où le quotidien des Libyens est marqué par des pénuries de liquidités ainsi qu'une inflation galopante des prix. Même le prix des denrées alimentaires et autres biens de consommation augmentera et aura un impact négatif sur le citoyen. Parfois, résoudre un problème est un problème en soi. L'État doit prendre ces éléments en considération, notamment à cause de la crise de liquidité qui pourrait potentiellement causer un énorme problème. C'est pourquoi, en tant que citoyen libyen, je conseille au gouvernement de trouver rapidement une solution à ce problème afin que cette crise se termine complètement.
Depuis la chute du président Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye vit dans une instabilité politique, économique et sociale constante. Le respect de l'accord de cessez-le-feu signé en octobre 2020 par les différentes parties prenantes au conflit devrait permettre le rétablissement de la souveraineté du pays et la relance de l'économie nationale en vue des élections prévues pour décembre 2021. Le marché africain est en pleine mutation, notamment depuis l'apparition du commerce en ligne. Les spécialistes estiment la part de l'Afrique à 2% dans le marché mondial du e-commerce, un pourcentage que la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique espère voir augmenter avec le lancement de la zone de libre-échange continentale africaine prévue le 1er janvier 2021. Marie-Raphaël Ntolo. La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique invite les pays du continent africain à promouvoir le commerce électronique considéré comme un maillon essentiel pour l'implémentation de la zone de libre-échange continentale africaine. Selon certains experts, les avantages du commerce électronique en Afrique permettront l'ouverture des marchés à des communautés rurales autrement isolées, la fourniture des services à une classe de consommateurs africains en pleine croissance et l'accès des femmes à de nouvelles opportunités professionnelles. Le développement du commerce électronique en Afrique est en pleine expansion. On le situe à 1,3%, mais je pense qu'il se développe tellement de façon vertigineuse que les taux de développement risquent d'être plus élevés que les taux de développement en Europe ou en Amérique, parce que les Africains sont en train de développer des astuces d'un commerce électronique encore plus imbriqué que celui de l'Europe. D'après des économistes spécialistes de la politique de l'économie numérique, le rôle central que devra jouer le commerce électronique pour répondre aux attentes de la 4e révolution industrielle est énorme. Avec à peine 15% des échanges commerciaux intra-africains contre 70% pour l'Union européenne, l'Afrique a encore du chemin à faire pour concurrencer l'Amérique, l'Asie et l'Europe du fait qu'elle ne représente qu'à peine 2% du commerce mondial. Le chiffre d'affaires au niveau du commerce électronique sur le plan international va se développer d'abord beaucoup plus au niveau des services. Mais ces services doivent faire un effort tel que les législations locales ne soient pas un blocage à ces services. Vous voyez, dans le domaine bancaire, dans le domaine de la technologie, dans le domaine des assurances, dans le domaine même du consulting, les lois ne sont pas très conformes aux standards internationaux. Donc, ce qui fait qu'il faut adapter les législations, il faut adapter les lois pour que le commerce électronique puisse être correctement accompagné. Des statistiques sur le commerce électronique sur le continent révèlent que le commerce électronique en Afrique est en bonne voie, impliquant le commerce inter-entreprises, le commerce entre entreprises et consommateurs et les biens et services. Notons que la zone de libre-échange continentale entrera en vigueur à partir de janvier 2021, conformément à la décision des dirigeants du continent. L'un des vainqueurs camerounais de la CAN 2017 de football, Fabrice Ondoa, vient d'être licencié par son club belge d'Ostende. L'association sportive professionnelle lui reproche d'avoir organisé une fête à son domicile au mépris des restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19, des allégations que le gardien de but de la sélection camerounaise dément. Le point avec José Douglas. Un licenciement qui prend un effet immédiat, c'est ce qui arrive à Fabrice Ondoa avec son club belge d'Ostende qui met fin à son contrat. Il reproche aux joueurs des Lions indomptables d'avoir organisé une soirée à son domicile au mépris des restrictions liées à la pandémie de coronavirus. Je viens d'apprendre la nouvelle par courrier quasiment en même temps que la presse. Je vous avoue être choqué car les dirigeants n'ont même pas pris la peine de m'inviter à m'expliquer sur les faits qui me sont reprochés. Ils prennent une décision aussi grave sans même prendre la peine de m'entendre. J'ai juste reçu un courrier de leur avocat. C'est scandaleux. Le KV Stand, 9e du championnat belge, a dénoncé, je cite, le comportement égoïste et irresponsable de Fabrice Ondoa et a expliqué qu'il déployait beaucoup d'efforts pour que ses effectifs échappent à toute contamination. Mais le natif de Yaoundé, vainqueur de la CAN 2017 avec les Lions indomptables, nie totalement cette accusation et conteste la décision. S'ils avaient pris la peine de m'inviter à m'expliquer, ils auraient compris que je n'ai rien à me reprocher.
Je n'ai rien organisé du tout. Et ce n'était pas une lockdown party. Les termes sont importants dans la vie. Et enfin, selon le club, c'est dans la nuit du samedi 12 décembre que la police d'Ostende a été appelée pour tapage nocturne par les voisins d'Ondoa. Une dizaine de personnes se trouvaient dans son appartement, piétinant les règles anti-corona, et certains fêtards s'en sont même pris verbalement aux policiers, affirme le club d'Ostende. Fabrice Ondoa, qui aura 25 ans le 24 décembre, compte 41 sélections. Rappelons qu'il a été acheté au club espagnol de Séville FC à l'été 2018 et n'avait pas encore joué un seul match cette saison avec le club belge, le club préférant un autre gardien au nom de Guillaume Hubert. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.